Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Le MAG de la Riviera, votre magazine 100% local. 100% local. Un rendez-vous rythmé et animé par Jean-Luc et sa bande de chroniqueurs. Actu local, l'agenda des événements, sorties et bons plans, météo, santé, mode, sport, le tout dans une version 100% soleil. 100% soleil. Le MAG de la Riviera, c'est aussi des invités, commerçants, artisans, associations locales, mais, car il y a un mais... Dans la détente et la bonne humeur, c'est pas pareil. Le MAG de la Riviera, 18h, 19h, 18h, 19h. Et l'émission 100% locale, tout simplement 100% génial. Allez, bonsoir les amis, bonsoir à tous les auditeurs. Il est 18h et c'est parti pour un nouveau MAG de la Riviera. On est lundi, on démarre la semaine avec celui qui m'accompagne régulièrement pour animer cette émission, mon cher Jordan. Ça va Jordan ? Ça va la pêche et toi, comment tu vas ? Moi écoute toujours, dès que je suis à la radio, tout va bien, hein, tout se passe bien. Et puis en plus ce soir j'ai de la chance, je reçois une jolie jeune fille que j'aime beaucoup. Et c'est mon invitée ce soir, c'est Ludmila Diato. Bonsoir Ludmila. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Jordan. Voilà, Ludmila, alors c'est une invitée mais c'est quelqu'un que je connais depuis quelques temps maintenant. Et on va le dire carrément, c'est la fille d'un ami. Et j'avais envie ce soir de la recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à découvrir sur Ludmila ce soir. J'espère que ses parents vont nous rejoindre, bien sûr. On verra s'ils sont avec nous ce soir pour cette interview. On va découvrir Ludmila, on va de suite le dire. Elle est monégasque, ma chère Ludmila. Oui. C'est un avantage ou un inconvénient ? Ça sera toujours un inconvénient, toujours un avantage des deux côtés. En tout cas, ce soir, on te reçoit dans le cadre des études que tu as faites. On va un petit peu raconter tout ça, bien sûr, des études que tu as faites. Et aujourd'hui, de l'emploi que tu aimerais avoir. Donc, c'est aussi une manière de découvrir ton personnage et de l'emploi que tu pourrais occuper parce que jolie tête, mais bien pleine. Ça, je peux vous le dire, effectivement. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, tu es né à Monaco. Oui. Tu as quel âge exactement ? 24. 24 ans, jolie jeune fille. Merci. 24 ans. Et tu as fait des études, donc tu as fait des parties faire des études en Russie. Oui. Voilà. Alors on va expliquer pourquoi aussi, pourquoi tu es parti faire des études en Russie. Parce que tu es monégasque, mais tu as un papa monégasque et une maman qui est lettonienne. Qui est lettonne, oui. Lettonienne, c'est bon ? Oui, ça va. Et qui parle russe couramment, effectivement. Et ce qui t'a permis aussi d'apprendre le russe. Oui. Et de pouvoir faire les études. Alors c'était bien avant toutes ces histoires. On va y venir avec tout ce qui se passe actuellement, puisque ça fait combien de temps que tu es parti démarrer faire tes études ? Mars 2022, un mois après le début de la guerre. Mais tu étais avant en Russie déjà ? Ah non. J'y suis juste allée pour le Covid. Donc je suis partie en 2019. Là tu faisais pas d'études effectivement. En 2019 tu avais été. 2019 j'y étais pour faire un an de prépa. Donc j'étais D'accord. quand même à MGIMO à l'université pour faire un an de prépa. Parce que le russe qu'on emploie à la maison, c'est pas le même qu'à l'université. Donc je voulais vraiment approfondir ma langue russe et donc ne pas arriver dans l'université et de suite pouvoir peut-être redoubler vis-à-vis du niveau de russe qu'avaient mes camarades. D'accord, donc ça c'est en 2019. C'est ça. C'était exactement, c'était à Moscou ? Oui. C'est ça effectivement, 2019. C'était quoi l'école que tu es parti faire ? C'était à MGIMO, c'était l'Institut d'État des Relations Internationales de Moscou, qui forme les plus grands diplomates de toute la Russie. Voilà. Petite anecdote, le ministre Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a étudié dans mon université et donne chaque année des conférences pour la fin de l'année des bacheliers en relations internationales et ceux qui vont rentrer en master aussi. D'accord. Voilà. Donc là, tu es resté 2019 et puis il est arrivé, alors dans cette histoire, donc c'est une petite anecdote que je voulais raconter, il est arrivé le Covid, 2020, le Covid. Et là, tu étais bloqué, tu as failli rester bloqué en Russie. Oui, j'ai failli rester bloqué parce que comme j'ai un prénom qui est russe, et que je parle russe couramment, que je m'exprime très bien, que je fais des études en Russie et que je suis monégasque, de suite c'est un peu, un peu suspect, douteux. Et donc à chaque fois que je passais de la douane russe, on me contrôlait toujours mon passeport, on me mettait dans une salle avec plein de... On pensait que tu étais une espionne ? Oui. Enfin, je pense, oui. Je te le dis cash, oui, mais oui. on pensait que j'étais, je sais pas, une espionne ou que j'avais souvent... les personnes ont quand même des doutes parce qu'après la chute de l'Union soviétique, il y a beaucoup de Russes qui sont partis et qui ont volé l'argent, planqué l'argent de l'Union soviétique et c'est ceux contre qui se bat actuellement Vladimir Poutine. D'accord. Et donc peut-être qu'ils se disent que je faisais partie de de la future génération des parents qui étaient partis justement dans l'Union soviétique, la chute de l'Union soviétique et donc
tu vois, on me posait des questions. Pourquoi tu parles russe? Mais t'as réussi. Alors pour sortir de la Russie, t'as fait un sacré périple. Hein. Bah ouais, pour sortir de la Russie, déjà, j'avais fait Moscou, Dubaï. Le lendemain, Dubaï, Francfort, Nice. Ça, on va dire tout ça, c'est entre le 18 et le 20, puisqu'on a été... Je crois que... Alors en France, on a été confinés le 18. Oui, c'est ça. Mais en Russie, on était confinés beaucoup plus tard qu'en France. Moi, je suis arrivée, c'était au mois de juin, je crois que c'était pour la fête des pères que j'avais fait la surprise à mon papa. Alors, en parlant de fête des pères, je te confirme, papa regarde. Hein. Ah ouais, super, voilà, coucou papa. Et maman aussi, et Vito. Voilà. Ouais. Et Vito, très important. Très important. On t'expliquera tout à l'heure qui est Vito, tu verras. D'accord. C'est une personne à connaître. J'aimerais bien comprendre. Conseil, tu verras. Et donc, du coup, en fait, j'avais imprimé tous mes vols parce que j'ai pas pu enregistrer mon vol de Dubaï-Francfort, Francfort-Nice. Et quand je suis arrivée à la douane, ma femme, elle m'a dit, écoutez, peut-être que vous avez une double nationalité, prouvez-moi que vous allez rentrer à Nice. Donc, Dieu merci que j'avais imprimé tous mes billets, ils m'ont laissé partir. Sauf qu'arrivé après à Francfort... Ouais, ça a été compliqué, quoi. Ouais, arrivé à Francfort, l'Allemande, elle m'a demandé pourquoi j'avais arraché une page dans mon passeport. En fait, dans le passeport monégasque, il y a une page blanche qui est arrachée par le gouvernement, qu'en gros, on vous a donné, on vous a remis votre passeport. Donc là, sueur froide, je m'étais dit, oh, super, je suis rentrée en espace Schengen, je n'aurai pas de problème, pas du tout. Donc elle m'a cuisiné pendant 15 minutes, après je peux partir. Ouf, voilà, tu vois, la petite anecdote, ça a été chaud quand même pour qu'elle revienne ici, qu'elle revienne en France et qu'elle revienne à Monaco et qu'elle puisse reprendre le cours de sa vie. 2022, donc tu retournes en Russie. Oui. Effectivement. Et là, donc tu rentres à l'école. Entre-temps, 2022 même... donc moi, j'ai fait mes études à Moscou de 2019 à 2022. Pardon, c'est l'inverse. Je dis une bêtise, effectivement. 2019. Oui, je suis rentrée du coup en 2022. Tu es rentrée en 2022 puisque là, malheureusement, la guerre a démarré entre la Russie et l'Ukraine. Et là, donc, tu pouvais plus rester en Russie. Alors, tu pouvais plus rester en Russie pour quelle raison? Non, je pouvais rester en Russie, mais j'ai pas voulu parce que la Russie est sortie du système de Bologne, donc des reconnaissances des diplômes européens. Et moi, j'ai pas de nationalité russe. Moi, je suis monégasque. J'ai toujours voulu rentrer au pays pour travailler pour Monaco. Et je serais arrivée. C'est ce qu'on va expliquer ce soir, effectivement. Ouais. Hein. Je serais arrivée à Monaco, on m'aurait dit, mais ton diplôme, il n'est pas reconnu. Tu aurais dû tout recommencer à zéro. Et pour moi, c'était pas envisageable. C'était pas envisageable. Donc, ça a été un gros coup de massue quand même. Enfin, je l'ai réalisé un peu plus tard. C'est plus un traumatisme, je dirais, que j'ai compris quand je suis arrivée en master à Paris. Ouais. Où je me suis dit, j'ai dû tout quitter, en fait. Tout quitter, ma famille, mes amis, mes études, tout. Du jour au lendemain, mais bon, ça va. C'était pas évident. Ça va. Mais ta famille ici est très bien pour te soutenir, effectivement. Oui. Alors, tu disais tout à l'heure cette école en Russie, le MJMO, c'est ça? Oui. Alors, qui te formait donc alors exactement, c'était quoi la formation? Diplomatie énergétique. Voilà. Alors, relations internationales, spécialisation, diplomatie énergétique. Voilà, c'est ce qui va arriver après pour qu'on va parler de ce joli mémoire que tu m'as présenté. Alors, c'est marrant parce que dans la bio que tu m'as envoyée, tu me disais c'est une université aussi étroitement liée au KGB. C'était à l'époque, dans les années 60 jusqu'à 80, c'était lié au KGB à l'époque. Et en fait, le MGIMO détient actuellement le Guinness Record des langues les plus apprises au monde. Donc, par exemple, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, il parle le farsi. C'est une langue arabe très spécifique, très niche. Et du coup, MGIMO enseigne ce genre de langue. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, les renseignements russes ont tout intérêt à se pencher sur ce genre d'étudiants. Tu mettais en petit astérisque que ça formait un peu à l'époque, ils formaient les espions. C'était un peu ça. Aujourd'hui, on peut plus trop prouver le lien. Non. Il est toujours sur le contrôle du ministère des Affaires étrangères, en tout cas. Donc tu es revenu en France en 2022 suite effectivement à la guerre, et donc là tu es parti faire des études à Paris. Oui. Et là à Paris tu as été donc à cette école qui s'appelle HEIP. La première année j'ai fait ma. C'est bien parce qu'ils te développent ça. Moi je mets 3 heures à comprendre que c'est HEIP. Oui, HEIP c'est Haute École d'études internationales et politiques. Et donc du coup j'y ai fait 1 an, donc j'ai eu mon diplôme en fait de bachelor. Comme j'ai eu de la chance parce que ils auraient pu ne pas m'accepter en cours de russe. La formation que tu avais déjà était importante. C'est ça. En fait, je sais qu'en France j'allais jamais trouver quelque chose d'équivalent de diplomatie énergétique, ça n'existe pas forcément en France. Mais du coup je me suis toujours orientée vers les relations internationales, quelque chose d'assez large. Et Dieu merci, j'ai été acceptée à HEIP et j'ai obtenu mon diplôme en bachelor relations internationales. Après un master 1 et un master 2. C'est ça. Et là, après, je suis partie à l'Institut catholique de Paris. Vous comprenez pourquoi je vous dis que la tête, elle est pleine? Master 1 et master 2 à la Catho de Paris. Donc, première année de master, c'est géopolitique, relations internationales. Et deuxième année, c'est géopolitique, sécurité internationale. On est obligé de repasser les candidatures parce qu'une
une personne, un étudiant en Master 1 n'est pas assuré d'être en Master 2. Alors écoutez bien chers auditeurs, donc elle a été formée à la diplomatie par zone géographique, histoire, conflit, économie, criminalité des pays. Oui. Elle a été formée sur les métiers d'analyse de veille. Alors ça veut dire quoi exactement ça, métier d'analyse veille, c'est, bon, pour donner un exemple concret, imaginons Total souhaiterait installer une centrale au Mozambique. Il y a des personnes qui vont se charger d'étudier sur place l'actualité politique, également le type de groupe salafiste qu'il pourrait y avoir sur place, le nombre d'attaques terroristes, il faut recenser ça via des cartes. Donc on a été formé aussi à la cartographie militaire. Ça, c'est un métier que tu pourrais faire? Ça, potentiellement, oui. C'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais c'est un métier que je pourrais faire. D'accord. Après, tu as été formé aussi à la stratégie et capacité militaire des États disposant du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça. Bon, c'était plus précis parce que stratégie capacité militaire, c'est large. On a vu dans un premier temps tout ce qui est un peu sociologie des conflits armés, comment se forme une guerre civile, comment on arrive jusqu'à une guérilla, comment politiquement on peut aussi renverser une guerre civile. Et après, on a étudié aussi les capacités militaires des États-Unis, Russie, Chine, France. Ce qui te permet aujourd'hui quand même de pouvoir décrypter un peu toutes ces fake news. Un peu, formation, oui, un petit peu. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a énormément. Ouais. Donc effectivement, moi qui suis un petit peu toute la politique et la géopolitique, effectivement, il y en a beaucoup. Tu as été formé effectivement à la cartographie militaire et géographique. Ouais. Ça aussi, c'est incroyable. Militaire. Oui, il y a 3 quarts d'ailleurs dans mon mémoire que j'ai réalisé moi-même. On va y arriver au mémoire, ma chère. On va y arriver au mémoire, bien sûr qu'on va en parler. Donc, effectivement, donc pour finir ces études, tu as décidé de consacrer au mémoire. Donc, j'ai sous les yeux, effectivement, et je le montre, mais on va expliquer. Puis, j'en aurai un exemplaire pour un auditeur qui est très intéressé par tout ce que on va découvrir qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu as fait ce mémoire. C'est un mémoire, donc... alors, j'ai décidé de consacrer mon mémoire aux petites puissances, Monaco, le Costa Rica et le Bhoutan, donc sur cette problématique énergétique, c'est ça? C'est ça. Alors. Plus sur leur engagement environnemental. Parce qu'en étant en première année de master, j'ai écrit un mémoire sur l'histoire de l'engagement environnemental de Monaco. Et pour moi, c'était une condition sine qua non. Je voulais écrire quelque chose sur mon pays. C'était vraiment obligatoire pour moi. Alors, c'est vrai que Monaco est très engagé au niveau écologie, au niveau on le sait très peu, voilà. Mais c'est un engagement qui est complètement historique. Mais depuis toujours, parce que l'arrière-grand-père était un des premiers qui a fait les expéditions. Oui, Albert Ier. Albert Ier, voilà, en Arctique. Alors, Arctique ou Antarctique, je ne sais plus lequel des deux. En tout cas, les deux. Bon, voilà, au moins, c'est réglé. C'était un des premiers à faire des expositions. Ben, c'est lui qui a ainsi impulsé la cartographie maritime. Il a créé le Bureau hydrographique international, qui est aujourd'hui l'Organisation hydrographique internationale, qui a son siège à Monaco et qui répertorie l'ensemble des cartographies maritimes. C'est juste dire quand même que le siège social est à Monaco, c'est mesurer quand même l'impact de son travail aujourd'hui, quoi. Et puis il est représentant le prince Albert de Monaco et à son siège à l'ONU aussi, effectivement. Ah oui, non, bien sûr, mais il est très présent. Il est très présent depuis toujours via sa fondation Prince Albert II. C'est vraiment un outil de soft power, d'influence qu'il a. Et il a créé cette fondation a posteriori de ses voyages dans les 2 pôles aussi, en 2006. Et grâce à lui, il y a énormément de choses qui ont été faites. Le centre scientifique de Monaco, très important. Très important aussi. On les a régulièrement en interview chez nous, des chercheurs du centre scientifique de Monaco. On en a beaucoup qui viennent. On a une émission d'ailleurs avec eux, Transition. Et on en découvre régulièrement grâce à mon ami Thierry, mon animateur Thierry apparu. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce joli mémoire, qui est un livre en fin de compte? Oui, en fait, c'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. Donc le mémoire, après qu'on ait fait nos soutenances, on nous a précisé que notre pasteur était en partenariat avec une maison d'édition à Paris, la maison d'édition du Cygne, qui publie les mémoires au-delà de ses ennemis. Votre pasteur, tu as dit, parce que tu as fait des études dans une université catholique. De la Catho de Paris, le master 2 géopolitique, sécurité internationale spécifiquement, et en partenariat avec... Alors pourquoi Catho de Paris? C'est une école catholique, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, on n'apprend pas on n'apprend pas le droit canonique, mais ils enseignent le droit canonique, par exemple, dans certaines facultés de la Catho. D'accord, c'est un rapport avec l'Église, quoi. Oui. Bah, par exemple, au mois de juillet, je vais avoir mon diplôme desservi par le Vatican. D'accord. Voilà. Mais alors, ça va être là-haut à Paris ou ici? À Paris, ouais. Je vais me déplacer quand même pour la remise des diplômes. Avec toute une tenue, avec tout un... Oui, je pense qu'ils vont nous donner une tenue quand même. Et tout je pense quand même. Un bel événement. Enfin, j'espère. Un bel événement, effectivement.
Donc, alors je disais, donc dans ce mémoire qui est un livre aujourd'hui, un livre géosécurité, effectivement, on parle du Costa Rica, de Monaco et du Bhoutan. Alors, qu'est-ce que tu as été étudié? Qu'est-ce que tu y as mis dedans? Du coup, donc comme je disais, je devais écrire quelque chose sur mon pays et je suis tombée sur mon directeur de mémoire qui est monsieur Alexandre Tête. C'est un spécialiste de l'environnement à la FRS à Paris, c'est une fondation de recherche. Et il a écouté ce que je voulais faire en fait et il m'a dit, écoute, il faut qu'on trouve d'autres petites puissances. Parce que Monaco, c'est une petite puissance en théorie géopolitique. C'est un pays qui ne dispose que d'un ou deux leviers, maximum 3 de leviers d'influence sur la scène internationale. Et du coup, en cherchant, je suis tombée dessus sur le Costa Rica parce que ça tombait bien. Ils ont co-organisé avec la France une OC3 à Nice en juin dernier. Effectivement. Et en cours, on a vu le bonheur national brut au Bhoutan. Donc j'ai un petit peu cherché et j'ai vu qu'ils étaient... Le bonheur national brut, c'est quoi? Alors c'est un indice qu'a créé le Bhoutan en 1972 et qui remplace le PIB, qu'ils estiment comme complètement obsolète. Et en fait, dans le bonheur national brut, ils mesurent le bonheur de la population comme étant le premier indice principal d'un État. Ouais. C'est incroyable. C'est la première fois que j'entends ça. Tu te rends compte le bien-être de la population du pays, des habitants, plutôt que l'argent, quoi. Ouais, l'argent. Incroyable. Et donc, du coup, je me suis plongée sur ce pays et j'ai quand même bien étudié et j'ai remarqué qu'il est très actif sur la scène internationale en termes d'engagement environnemental. Et donc, je me suis dit, bingo, je vais prendre les 3, je vais les étudier. C'est beaucoup de travail. En tout, j'ai calculé... on a du mois d'octobre jusqu'à fin juin pour rendre le mémoire. Et après, comme j'ai été publiée, tout le mois de... juillet, août, je me suis un peu pris des vacances. Mais fin août jusqu'à fin septembre, j'ai retravaillé tout pour pouvoir le mettre en forme de livre. Parce qu'il faut quand même revoir tous les droits d'auteur, les citations. Est-ce que j'ai bien cité tous les auteurs, les vidéos? Qui n'est pas obligé quand tu déposes le mémoire, qui reste en interne, effectivement. Complètement. Là, il est donc là, il n'y a pas de plagiat, il n'y a rien du tout. Donc, il est à l'achat. Il est à l'achat. Alors, le titre est déjà « L'engagement environnemental comme levier d'influence pour les petites puissances ». On le disait, le Costa Rica, Monaco et le Bhoutan. Alors, le levier d'influence, on y découvre quoi aussi? Ça veut dire, quel levier ils ont d'influence, ces 3 petits pays? Alors, c'est quand même assez particulier parce qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun que ce qu'on pense. Monaco est très actif sur la scène internationale parce que via la Fondation Prince Albert II, donc Monseigneur est très actif, que ce soit à la tribune de l'ONU, à chaque événement qu'organise par exemple Monaco, qui est organisé par d'autres pays. Le Costa Rica est très actif également sur la scène internationale. Ils se battent aussi pour la préservation des aires marines protégées et d'une zone qui s'appelle le dôme thermique. C'est une zone où les eaux se réchauffent anormalement dans l'océan Pacifique. Et le Bhoutan, lui, il est un peu plus différent par rapport aux 2 autres pays parce que lui, il n'est pas très actif sur la scène internationale, mais en revanche, à l'échelle locale, il est irréprochable en termes environnementaux. C'est l'un des seuls pays qui est zéro carbone, qui est carbone neutre et qui a plus de 70% de couverture forestière. Donc, il lui permet, en fait, malgré le fait qu'il émette du CO2, de juste de n'avoir aucun impact environnemental. Alors, moi, je sais déjà à qui tu m'as proposé un 2e livre. Effectivement, je sais déjà à qui je vais l'offrir ce soir, à notre animateur de l'émission Transition, qui est Thierry Apparu et qui collabore avec le Centre scientifique de Monaco. Puisque tu l'as aussi ce soir, parce que on découvre effectivement ton mémoire. Hein. Alors, j'ai pas eu la chance de le lire puisque je l'ai eu en main ce soir. On va dire la vérité à nos auditeurs. Hein. Donc, je l'ai eu en main ce soir. Je te connais depuis longtemps, mais je ne l'avais pas en main, effectivement. Donc, un bel ouvrage à découvrir où vraiment on parle d'environnement, on parle d'écologie dans ce livre et de la puissance de ces pays par rapport à cette problématique, c'est ça? En fait, dans la première partie, je pose quand même un cadre théorique parce qu'on parle d'engagement, on parle de petite puissance, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, du coup, j'explique c'est quoi un engagement environnemental, c'est quoi une petite puissance, via des théories géopolitiques. Pour que les gens puissent comprendre la suite du livre. Oui, parce que je ne jette pas juste des notions comme ça et je ne pars pas juste étudier ces pays-là. Il faut vraiment un cadre théorique très spécifique. Après, dans la deuxième partie, j'étudie ces pays. Et pour moi, le tronc commun qu'ils avaient, c'était qu'ils étaient déjà très engagés sur la scène internationale. Ils avaient une gouvernance centralisée et un cadre juridique adapté. Là, encore une fois, je décline. J'explique pourquoi j'estime
qu'ils ont ces 3 points communs, les détails, les dates, les constitutions, les textes, les lois, peu importe. Il y a de la recherche. Il y a de la recherche. C'est un mémoire de recherche, effectivement. Oui, on est obligé. Voilà, donc. Et en 3e partie, je viens un peu me contredire parce qu'en fait... ma thèse, donc je l'entends, c'est pas une thèse, mais la théorie que j'avançais, c'était de dire que grâce à un engagement environnemental, un cadre juridique adapté... Faut que les gens ils le. Oui, mais quand même, alors, c'est écrit dans la 4e de couverture. Vas-y. Je disais que, en somme, j'avais une théorie. Et au final, je suis venue me contredire avec 3 contre-exemples, les Maldives, le Qatar et le Tadjikistan, qui avaient les 3 points communs que j'avais cités par rapport au départ. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait bien plus que ça derrière. D'accord. Voilà, ça, je laisse un peu de mystère. Peu de mystère, effectivement. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez acquérir ce livre et en tout cas découvrir ce beau mémoire de Louis Miniadiato, vous n'hésitez pas, vous nous contactez par Messenger sur notre page de la radio ou par mail contact@fmradio.fr, et ceux qui ont mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un SMS et ça sera volontiers. 18 €, voilà le livre. Oui, donc, 18 €. Voilà, 18 €. Mais là, par contre, on va aussi aborder, il est déjà 18h22, on va aborder le fait que tu cherches un emploi dans les relations internationales. Oui. Effectivement, Qu'est-ce que tu aimerais faire ? À la base, je voulais travailler pour le gouvernement à Monaco, dans les relations internationales. Il s'est avéré que forcément, quand on veut rentrer dans le gouvernement, on est obligé de passer des concours. Et le fait qu'on soit très peu de monégasques à avoir fait des études et très peu aussi à travailler pour le gouvernement. À ce niveau, tu veux dire ? À ce niveau-là. Enfin, je ne prétends pas avoir un niveau extraordinaire. En tout cas, en relations internationales. Oui, en relations internationales, on est très peu. Et donc, du coup, il faudrait que les monégasques soient dispatchés dans des départements où ils ont besoin en fait, d'aide. Donc, par exemple, j'aurais été envoyée à l'urbanisme, j'aurais été envoyée dans des secteurs où je n'aurais pas forcément fait mes... C'est pas ce que tu as envie de faire. C'est peut-être... Non. C'est pas ce que j'ai envie de faire, mais peut-être. si je l'avais fait, si j'avais passé les concours, ça aurait été le jeu, donc ça poserait pas de problème. Parce qu'in fine, peut-être que je serais arrivée au bout de 4 ans, 5 ans au métier que je voulais faire. Mais je m'étais dit que c'était pas forcément peut-être judicieux. Et à Monaco, l'avantage qu'on a, c'était qu'il y a plein de fondations, dont la fondation Brasse-Albert II, qui s'occupe aussi des relations internationales, qui représente quand même Monaco à l'international, et c'est dans ça que je voulais me diriger, plutôt dans le secteur du coup privé. D'accord, voilà. Ok. Ou alors le centre scientifique de Monaco. Au centre scientifique aussi, voilà. J'ai envoyé des CV à tout le monde, tout le monde m'a dit non, donc pour l'instant j'attends. Ils ont répondu pour l'instant quand même. Pour l'instant, oui. Ils répondent quand même. Ils répondent quand même. Après, faut pas croire, c'est pas parce qu'on est monégasque qu'on va avoir un travail facile à Monaco. Alors c'est bien ce que tu dis effectivement, parce qu'il y en a beaucoup qui effectivement ce soir en début d'émission, j'ai dit que tu étais monégasque. Et je t'ai posé la question, c'était un avantage ou un inconvénient ? Et tu m'as répondu les deux. Les deux. C'est un avantage autant un avantage qu'un inconvénient, en fait. Parce que déjà, à l'étranger, en France, on n'est pas forcément reconnu. Moi, je ne vais pas dire que j'étais sous les critiques, mais quand j'étais à l'école à Paris, toutes les semaines, on me disait que ton pays, on aurait dû l'envahir, qu'il n'existait pas. Est-ce qu'il est reconnu sur la scène internationale ? C'est incroyable. Oui. Ça, c'est incroyable. Mais c'est la vérité. Je n'invente pas. Et je sais que j'enverrai ça à mes copains, camarades monégasques. Moi, je ne suis pas la seule. Donc, c'est pas. J'ai une fille qui a vécu ça. Moi, elle partait faire des études en Angleterre. Et puis, quel truc. Quand elle arrivait là-bas, qu'elle leur disait qu'elle habitait à la Côte d'Azur, elle disait Monaco, il disait toujours. Oui. Voilà. Mais après, on est aussi sous les feux des clichés. Oui, forcément, t'es monégasque, tu vas forcément réussir dans ta vie. Non, moi, je suis monégasque, j'ai peut-être sorti un livre, mais j'ai pas de travail. Alors écoute, je lui fais un petit coucou parce qu'il nous écoute aussi ce soir. On nous écoute du Var, Radio Côte-Varoise. Mon confrère de Radio Côte-Varoise est en train de nous écouter. Je lui fais un petit coucou parce que aussi une très belle radio. Écoute, je te proposerai que si tu es dans le coin, tu iras faire un tour à Radio Côte-Varoise. Avec plaisir. Et il est écrit très intéressant. Radio Côte-Varoise, une belle radio qui est dans le Var. Et je vous invite pour si un jour vous êtes dans le Var, vous vous connectez sur Radio Côte-Varoise. Vous allez voir. Merci mon cher François qui m'accompagne, Thomas aussi bien sûr, ma maman aussi qui regarde ce soir, tiens, qui est là. Voilà. Donc il y a du monde, il y a toute la famille aussi qui nous regarde. Et on nous écoute, vous savez très bien que vous nous écoutez partout dans le monde via le DAB, le web, les applications smartphone, en local, la FM. Et aussi, bien sûr, si vous souhaitez voir le joli visage, vous nous écoutez dans vos voitures de Ludmilla, venez faire un tour sur le live Facebook, sur la page Radio Fréquence Méditerranée. Donc du travail, ma chère. Écoute, moi je croise les doigts que ça va bien se passer, effectivement. Moi, j'espère aussi. Voilà. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver en 2026.
tout peut changer, donc on verra. Sinon, en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Sinon, en attendant, je tiens un blog avec des camarades, ça s'appelle Le Camulogène. On sort des articles tous les mardis matin. Le Camulogène. C'est pas moi qui ai le nom qui pensait c'est un peu bizarre, mais bon. Alors, c'était un chef de la tribu des Parisis qui a combattu Jules César et qui a libéré les arènes de Lutèce. Alors, Alors t'apprends beaucoup de choses ce soir, récite ce que mes camarades m'ont dit parce que c'est pas moi qui l'ai créé. On apprend beaucoup de choses avec toi, ma chère Ludmila, effectivement. Et il y a quoi dans le blog ? En fait, dans le blog, on écrit sur tout. Économie, sur les métros, parce que j'ai 2 camarades qui aiment bien, par exemple, les métros, écrire sur l'histoire des métros. On écrit sur la géopolitique, on écrit sur l'histoire de France, on écrit sur l'environnement. Là, j'ai récemment sorti un article, enfin 2 articles sur le groupe Wagner, une milice qui était en Afrique, la milice russe qui était en Afrique. Je l'ai coécrit avec Elle y est toujours ? Avec une copine. Elle est en transition. Elle est en transition vers une nouvelle milice qui s'appelle Africa Corps. Parce qu'après la chute de Prigojine, après son décès, l'État russe a créé du coup cette milice-là, de sorte à ce qu'elle soit plus sous le contrôle du ministère des Armées. De la Russie. De la Russie, c'est ça. Effectivement. Donc j'ai écrit là-dessus, j'ai écrit sur le changement climatique. Donc tu es toujours dans la recherche, dans l'analyse d'infos, ouais, effectivement. C'est ça. Je m'arrête pas. J'ai bien aimé, je trouve, écrire, et je trouve que je me souhaite un jour peut-être sortir un autre livre, vraiment, parce que j'ai beaucoup aimé l'exercice. Et journaliste international sur les rapports internationaux, je suis pas très... Non. Bon, pourtant, ce soir, tu t'es bien débrouillé. Oui, bon, ça... Ouais, il y a eu quand même le stress au début, mais bon, c'est gentil. non, mais voilà, c'est une idée, parce qu'effectivement, recouper, ça pourrait. Et ça se pourrait, effectivement. Moi, je suis content. Est-ce que tu as des messages à passer, ma chère Ludmila, avant qu'on se quitte ? Pas forcément. Pas forcément. Non. Un petit coucou au chéri qui est à Dubaï. Un petit coucou au chéri à Dubaï, un petit coucou à mes parents qui m'ont toujours soutenu depuis le début de mes études, et je sais que sans eux, je serais absolument pas ici. Donc vraiment un grand merci aux parents, et peut-être un petit mot pour tous les parents ce soir qui nous écoutent et qui soutiennent leurs enfants. Comme ils le font avec toi, effectivement. Alors on va vous dire maintenant, on arrive en fin d'interview, on va vous dire qui est Vito. Vito, c'est une personne très importante. C'est le producteur. Alors, le papa de Ludmila joue dans un groupe de musique depuis quelque temps. Deux groupes de musique, effectivement. Et nous, on se connaît depuis pas mal de temps. Il vient de rentrer dans le club des 60, donc je lui souhaite encore joyeux anniversaire. Faut pas lui dire, faut pas lui rappeler. Il vient de rentrer. Et donc, il a 2 groupes de musique. Et il a un producteur qui s'appelle Vito. Et alors Vito, vous savez qui c'est ? C'est le même chien qu'avait la reine d'Angleterre. Vito, c'est un corgi. Voilà, c'est un corgi. Et il est partout. Et voilà. Alors, je connais aujourd'hui 2 chiens producteurs. Effectivement, il y en a un à Menton qui est éditeur. Il s'appelle Charles-Édouard. C'est un chien éditeur. Et il édite donc un ami à moi qui écrit des livres, et c'est son éditeur. Et le deuxième que je connais, c'est Vito. Et pour la petite histoire, il faudra que j'interviewe Vito, parce que j'ai interviewé Charles-Édouard. Ah bah du coup. Donc je suis le seul. Prochaine fois, je viendrai avec papa et Vito. Je suis la seule radio qui a interviewé un chien. Ah bah c'est bien. Voilà. Et on va former peut-être un club des chiens. Voilà, de professionnels, chiens professionnels, auteurs, auditeurs, producteurs. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Là, en tout cas, nous, l'émission va continuer, bien sûr. On ne sera plus en vidéo, mais on va continuer en audio. On va se retrouver avec ton flash info dans quelques instants. Ludmila, on va faire la photo, nous ensemble, comme d'habitude. Hein, c'est la tradition ici sur notre radio. Merci à tous ceux qui nous ont suivis cette interview. Nous, on continue en musique. Et voilà. Et puis, bye bye. Et puis, on n'a pas cité Tamara, la maman. Ah bah oui, maman Tamara. Bah oui, j'ai dit les parents. Bah maman Tamara. Et qui est. Alors, tu sais, des fois, on dit t'as un bras droit. En tout cas, pour Stéphane, c'est le bras droit et le bras gauche. Ouais. Même pour moi, pour tout le monde. Même pour Vito aussi. Maman, c'est le bras droit, c'est le pilier de la maison. Le pilier de la maison. Allez, on finira là-dessus. Allez. C'est tout de suite la musique, et on se retrouve dans quelques instants. 18h, 19h.